Merci bien, Président. Merci aussi à la ONG Justice, à tous les organisateurs de cette journée, la Comissée. En fait, si j'interviens, ce n'est pas en expert de biodroit ou de bioéthique, ni même en tant que spécialiste dans la problématique de l'avortement. Mais si j'ai quelques compétences, quelques expertises, c'est dans le domaine de la liberté de religion, et en particulier la dimension communautaire, institutionnelle, des droits de l'homme, et surtout en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais également aussi la Cour de justice de l'Union européenne. Alors c'est suite en fait à je suis professeur à Rome plutôt comme canoniste, mais c'est suite à une thèse soutenue il y a quelques années à Paris 2, que j'étais amené à étudier la question de l'objection de conscience institutionnelle. Et c'est ensuite que Gregor Puping m'a gentiment invité aussi à me joindre à la rédaction de cet ouvrage sur le droit et la prévention à l'avortement en Europe. Et voilà, la question institutionnelle, c'est effectivement nous pose une interrogation. Comme on le sait bien, habituellement, quand on pense à conscience, on pense à un individu. C'est la personne individuelle qui est dotée d'une raison et d'une conscience, comme le dit d'ailleurs l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'individu. Et donc c'est l'individu, habituellement, comme ça a été exposé précédemment, qui peut faire une objection de conscience, parce qu'il a une conscience, lui seul, individuellement. Alors il faut se demander si c'est permis aussi à un groupe religieux, ou par exemple à un hôpital, une entreprise qui peut avoir une orientation éthique. Est-il possible à une entreprise qui n'est pas une personne individuelle d'objecter, alors qu'elle n'a pas de conscience proprement dite? C'est la première question que je vais aborder, un petit peu théorique, mais il est quand même utile d'avoir une réponse. Après quoi je passerai à la protection, disons, de l'objection des groupements religieux ou philosophiques, ou bien des entreprises de tendance, que l'on peut trouver aussi bien dans le domaine européen que dans le domaine de certains États. Donc d'abord, première partie, considération sur le concept controversé. En doctrine, il y a eu des discussions, en éthique, en droit aussi. L'objection de conscience institutionnelle. Est-il justifié de parler d'une objection de conscience institutionnelle? Un certain nombre d'auteurs continuent à affirmer l'évidence. Seule une personne physique a une conscience et par conséquent, elle a seule la capacité d'objecter pour un motif de conscience. Ça semble donc empêcher tout groupement, toute institution de pouvoir faire une objection. Et c'est vrai qu'il convient aussi de souligner et de défendre ce caractère prioritaire de la conscience individuelle, comme ça a été aussi rappelé, doit jouir d'une protection absolue, en tout cas dans la mesure du possible, et supérieure à simplement une manifestation, par exemple, de liberté religieuse qui ne jouit que d'une protection relative, même si elle est quand même assez forte. Cela rejoint l'apparente impossibilité pour une entreprise de faire une objection, rejoint la position de l'ancienne Commission des droits de l'homme de Strasbourg, qui, dans une affaire qui remonte à 1988, Verein Contact Information Therapie et Siegfried Hagen contre Autriche, avait déclaré la chose suivante: s'agissant de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Commission estime qu'il faut distinguer à cet égard entre la liberté de conscience et la liberté de religion. La liberté de religion qui, elle, peut être exercée par une Église en tant que telle. Ça veut dire qu'en 88, la Commission, qui a disparu pour laisser place à la Cour seule, estimait qu'un groupement religieux ou une entreprise qui serait dans une orbite, disons, religieuse ou éthique n'aurait pas la possibilité d'objecter. Mais c'était en 88.
Donc il ne serait pas suffisant d'accorder une protection à la liberté individuelle de conscience et de religion, car la liberté des membres d'un groupement convictionnel, qu'il soit religieux ou philosophique, en ce sens que la plénitude des contenus correspondant à la liberté de conscience, pensée et religion ne saurait être atteinte qu'en prenant aussi en considération certains aspects communautaires, c'est-à-dire des droits du groupement lui-même, qu'il soit religieux ou philosophique. C'est un exemple que j'ai notamment donné dans ma thèse, parce qu'il m'a semblé qu'il était important de clarifier ce concept d'institutionnel communautaire. Si vous voulez, dans le domaine, par exemple, de la liberté religieuse, qu'est-ce que ça veut dire collectif? Enfin, on parlait de droit collectif, mais collectif, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire d'un côté un droit individuel, mais qui est exercé collectivement ou conjointement. Donc ça se passe lors d'une procession, d'un sacrement ou à Saint-Rita. Il y a un esprit d'individus, de fidèles, qui exercent conjointement leur liberté religieuse. Et une autre chose, c'est alors collectif dans le sens de la liberté de la collectivité, du groupement religieux lui-même, ou du groupement philosophique lui-même. Et ça, c'est différent. Et ça, c'est ce que j'appelle la liberté de religion institutionnelle. Celle qui appartient au groupement lui-même et pas simplement à des individus. Pour prendre un autre exemple dans ce domaine de la liberté religieuse, c'est par exemple le droit qu'on a pour un culte de désigner librement, autonomement les chefs de culte. Dans le cas de l'Église catholique, bon, voilà, l'élection par le pape des évêques, et non suite à un diktat du pouvoir politique, ou éventuellement suite à une pression d'une autre religion concurrente. Je ferme ici la parenthèse, mais cette notion me semble importante, et je dois dire que, d'ailleurs, la Comessé l'a souvent utilisée depuis des années, et je pense qu'il y a encore un certain progrès notionnel à faire, notamment au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Bien, alors, ça peut concerner des églises, ça peut concerner aussi des entreprises privées ou publiques, et qui gravitent dans l'orbite d'une église ou d'un groupement philosophique. Ça peut être un hôpital, ça peut être un centre d'enseignement. Et c'est repris, c'est accepté dans la doctrine juridique dans le cadre, disons, des entreprises dites de tendance. Une tendance philosophique, une tendance éthique, ou qu'on pourrait peut-être appeler aussi des entreprises identitaires. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux juristes, mais aussi de nombreux professionnels, principalement dans le domaine de la santé et de l'éducation, aient préconisé la reconnaissance d'objections institutionnelles. Ainsi, par exemple, en Espagne, les professeurs de Madrid, Navarro Valls et Martínez Torón, définissent ce concept comme la reconnaissance légale des objections de conscience qui correspondent au credo institutionnalisé de certaines confessions religieuses. Et par exemple, le pape Benoît XVI n'a pas hésité, lui aussi, à aborder le sujet en employant même l'expression objection institutionnelle. Le nœud de la question ne consiste donc pas à savoir si de telles protections sont envisageables ou devraient être mises en œuvre, car elles existent déjà. C'est une question de fait, de réalité. L'élaboration du concept a toutefois son importance. À cet égard, je proposerai la synthèse suivante. Nous avons affaire à une articulation entre la liberté de conscience, pensée religieuse de chaque individu, ouverte par l'article 9 de la Convention, et d'autre part, la liberté d'association, ouverte par l'article 11 de la même Convention. Ce qui suppose la reconnaissance d'une certaine autonomie du groupement en matière éthique. De ce point de vue, le respect de l'identité d'un groupement religieux et d'une entreprise de tendance, loin de constituer un danger pour la conscience des individus, ici ça ne va pas contre, mais c'est pour protéger les individus, apparaît plutôt comme une exigence qui naît des personnes individuelles elles-mêmes désireuses de respecter leur conscience, leur propre conscience, qui concorde, au moins en principe, avec le projet de leur institution dans laquelle elles travaillent, que normalement elles ont choisi, ou en tout cas, elles ont accepté à l'embauche de se soumettre éventuellement à certaines exigences de caractère éthique. Les entreprises identitaires, qui souvent ne sont pas des entités publiques, ça dépendra aussi de la législation de chaque pays, apparaissent donc comme un moyen essentiel en vue de protéger effectivement la conscience des individus qui les composent, mais aussi comme une façon d'assurer le respect du projet doctrinal ou du code éthique promu par les fondateurs.
À mon sens, la réponse à la question débattue, étant définitive celle-ci, de même qu'une personne morale, bien que n'ayant ni corps ni âme, peut être considérée dans un système juridique comme une personne en vertu d'une analogie et d'une fiction de droit. Le droit est habitué à faire des fictions, à parler de personne aussi, pour une personne morale, etc. Eh bien, une entreprise de tendance peut être considérée comme une extension analogique de la conscience personnelle. Une extension analogique, bien sûr, de la conscience personnelle. Au-delà du débat conceptuel, il importe de veiller à la précision technique des termes employés. D'un point de vue de la technique juridique, les termes conscience institutionnelle ne sont pas satisfaisants, me semble-t-il, même s'ils sont utilisés par de nombreux juristes, sans doute en raison de la concision et du caractère médiatique de l'expression. Il serait toutefois plus correct de parler, par exemple, de clause de sauvegarde identitaire. Ainsi, nouveau en Espagne, la loi sur la liberté religieuse autorise les confessions à établir des clauses de sauvegarde de leur identité religieuse, les caractères propres, ainsi que le respect dû à leurs croyances. D'autres expressions sont également acceptables, mais la clause de conscience institutionnelle n'échapperait pas à la critique déjà exprimée concernant l'emploi réservé à l'individu du terme conscience. En définitive, ce qui importe n'est pas tant la terminologie utilisée que la protection effective des consciences au sein des groupements convictionnels ou des entreprises de tendance. En toute hypothèse, pour pouvoir bénéficier d'une protection, celles-ci doivent respecter l'ordre public. Nous sommes bien d'accord, et ça va de soi. Ceci étant clarifié, le moment est venu de se pencher sur la protection effective aménagée au profit des groupements convictionnels et des entreprises identitaires. Et je vais commencer cette deuxième partie par le cadre international et surtout européen. L'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, déjà mentionné, n'aborde pas expressément la question de l'objection de conscience, pas plus que l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui s'était même inspiré de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En revanche, l'observation numéro 22 de l'ONU, qui date de 1993, apporte des précisions très utiles, puisqu'il nous dit « Le pacte ne mentionne pas explicitement un droit à l'objection de conscience, mais le comité estime qu'un tel droit peut être déduit de l'article 18. » Il n'est pas exprimé expressément par l'article 18, mais il peut être déduit. Donc, vous voyez, depuis 1993, on peut déduire la possibilité d'une objection de conscience au niveau du comité de l'ONU. L'attention de la jurisprudence de la Cour européenne en matière d'objection de conscience s'est longtemps bornée à l'objection de conscience individuelle, je passe maintenant donc au niveau européen, au service militaire obligatoire, l'article 4. Une telle objection est reconnue, mais aux yeux de la Cour, elle ne permet pas de refuser un service civil alternatif. Jusqu'en 2011, la jurisprudence s'est enlisée dans ce domaine, le domaine de l'objection au service militaire, jusqu'à l'arrêt Bayatian de la Grande Chambre. 2011, nous sommes en 2011, c'est-à-dire, je me trompe, 18 ans après l'observation numéro 22 onusier. Il a fallu 18 ans à la Cour européenne des droits de l'homme, en cette matière tout à fait essentielle, pour débloquer un peu la situation et ouvrir la possibilité d'autres objections de conscience que concernant le service militaire obligatoire. Et l'élément important, c'est que cet arrêt Bayatian relie expressément l'objection de conscience à la disposition correspondante à la Convention européenne, c'est-à-dire à l'article 9. C'était en quelque sorte délié de l'article 4 qui monopolisait tout le secteur, et relié maintenant à l'article 9 qui ouvre d'immenses perspectives, de nouvelles objections de conscience qui pourraient être introduites par les législations nationales ou par des constitutions. Donc ça, c'est un grand changement très salutaire. Cette ouverture jurisprudentielle dans le cadre du Conseil de l'Europe s'est faite parallèlement à l'adoption par l'Union européenne de l'article 10, paragraphe 2 de la Charte de Nice, inséré, comme on sait, à Lisbonne, etc., par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Cette disposition, qui jouit ainsi de la valeur juridique des traités,
prévoit expressément la possibilité d'une objection de conscience en matière de liberté de conscience, de pensée et de religion. Chose que ne prévoyait pas donc la Convention européenne des droits de l'homme. Certes, sa formulation demeure vague et même ambiguë. On n'a pas le temps ici de montrer cette ambiguïté un peu dangereuse, mais quand même, cela a le mérite d'exister. Et nous dit ceci: le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. En dépit de cette limitation, donc, le texte existe et il pourra servir d'appui normatif à la jurisprudence européenne, mais aussi de soutien aux États qui seraient disposés à prendre en considération d'autres objections de conscience à l'avenir. Alors, un mot aussi du soft law, qui pèse de plus en plus au niveau international, au niveau européen. Le pas le plus décisif a sans doute été franchi par la directive 2078, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. C'est au niveau du droit du travail, tout en soulignant le principe général de la non-discrimination. L'article 4 aménage un statut particulier pour les entreprises de tendance, qui fait en sorte que certaines différences de traitement qui risqueraient d'être considérées comme des discriminations ne soient pas qualifiées comme telles, eu égard à la spécificité d'une entreprise identitaire. Ainsi, le facteur religieux est pris en compte parmi d'autres. Il découle soit de la nature des activités, parce qu'il s'agit d'activités religieuses, soit du contexte, un régime ecclésiastique par opposition à un statut civil. L'article 4 prévoit un régime religieux qui justifie que les groupements religieux eux-mêmes, ou les entreprises publiques ou privées dont l'éthique est basée sur une religion ou une conviction, puissent requérir de leurs membres, de leur personnel, une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation. L'article 4.2, qui tout en constituant une différence de traitement par rapport au régime ordinaire, bien évidemment, ne constitue nullement une discrimination injuste dans ce contexte-là religieux. Cette directive vient de faire l'objet d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. En fait, il y a une affaire française et une affaire belge. Je vais simplement ici me référer à l'affaire belge. Il s'agissait d'une réceptionniste musulmane au sein d'une firme de sécurité belge, GK4S Secure, qui se plaignait de l'interdiction de porter le voile, faite par une règle interne à l'entreprise. La Cour de cassation belge a demandé une décision préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir s'il fallait y voir une discrimination directe interdite par la directive européenne déjà mentionnée. Dans son arrêt qui tranche aussi une affaire française, donc la Cour de justice précise qu'il n'y a pas de discrimination directe et ajoute qu'il revient à la justice belge de vérifier qu'il n'y a pas eu de discrimination indirecte. C'est possible aussi en prenant compte de l'ensemble des circonstances et en rappelant qu'une telle discrimination pourrait néanmoins être justifiée par un objectif légitime propre à l'entreprise, telle la poursuite d'une politique de neutralité, pourvu que les moyens pris soient appropriés et nécessaires. Donc, il y a encore beaucoup d'aspects à approfondir et à confirmer, mais il y a là un chemin utile. Certes, dans le cas mentionné, c'est la liberté de religion individuelle qui était menacée, le port du voile. Mais l'arrêt reconnaît aussi le principe consacré dans la directive, et c'est ça qui nous intéresse le plus, à savoir qu'une entreprise privée est habilitée à mener une politique identitaire, dans un sens ou dans un autre, qui ne doit pas nécessairement donc aller dans le sens de la neutralité, comme dans le cas présent, tant qu'elle respecte tous les critères indiqués, dont l'ordre public. Voilà ce qui est intéressant pour l'avenir des entreprises qui se considèrent comme d'orientation catholique ou chrétienne. Côté Conseil de l'Europe, la résolution 1763, votée en 2010 par l'Assemblée parlementaire, a reconnu pour la première fois le droit à l'objection de conscience pour les hôpitaux, les établissements en matière d'avortement, euthanasie et traitements pouvant causer la mort d'un fœtus ou d'un embryon humain. Elle encourage les États européens, tout en assurant l'accès aux soins des patients, à garantir le respect du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des prestataires de soins de santé. De son côté, la Cour européenne de Strasbourg a, il faut bien dire, pas mal d'éléments positifs à mettre à son actif. Sa contribution aux aspects éthiques et institutionnels se situe surtout dans le domaine des soins de santé, de l'instruction,
À défaut d'une disposition de la Convention reconnaissant un droit de l'objection de conscience, comme on l'a vu, eh bien la Cour européenne s'est d'abord appuyée sur la notion d'entreprise de tendance en vigueur dans plusieurs États et a pu ensuite, depuis 2000, faire appel à la directive 2078 précitée. Mais il y avait déjà, la voie avait déjà été ouverte par la décision Rommelfanger contre Allemagne de l'ancienne commission. C'était une clinique d'orientation catholique qui a renvoyé un médecin pour avoir pris position en faveur de l'avortement par les médias. La commission reconnaît que cela peut nuire à la crédibilité de ces cliniques confessionnelles, ce qui justifie l'imposition de certains devoirs de loyauté aux employés et juge irrecevable la requête du médecin fondée sur la liberté d'expression. Plus près de nous, évidemment, je trouve ici beaucoup d'arrêts qui pourraient être retenus. En 2007, la Cour a été saisie d'une affaire suisse à base d'otage concernant l'emploi d'un chômeur religieux comme portier dans un centre de conférences protestant. Supportant mal l'atmosphère du centre, il qualifie, il va par quatre chemins, de fanatiquement religieuse, raciste et xénophobe, le récurrent abandonne le poste dès le premier jour. Le juge donne raison au centre évangélique car, en signant le contrat de travail, le requérant avait librement accepté de travailler dans une entreprise ayant une orientation déterminée, en dépit de sa différence de conviction personnelle. Cela supposait qu'il assuma certaines obligations d'adaptation de son comportement sur la spécificité évangélique du lieu. Dans le domaine de l'enseignement, il y a également des éléments qui peuvent servir pour le secteur médical. La jurisprudence de la Cour soutient fermement les droits des groupements convictionnels de défendre l'unité doctrinale, disciplinaire et rituelle qui leur est essentielle. Deux affaires parmi un grand nombre sortent du lot, le Lombardi-Volauri contre Italie et Martinez-Fernandez contre Espagne. Qu'est-ce qui est commun aux deux cas? Eh bien, dans les deux cas, il s'agit d'un renvoi d'un enseignant universitaire dans le premier cas et du secondaire dans le second cas, conformément à l'orientation doctrinale catholique soutenue par un concordat, qui moi en tant que canoniste ne me laisse pas indifférent, et un concordat ayant valeur de traité international bilatéral. Dans l'affaire espagnole, il s'agit d'un arrêt de grande chambre. Dans l'affaire italienne, le fait qu'une violation ait été finalement déclarée ne remet pas en cause le principe d'autonomie institutionnelle, mais a trait à un manque de vérification des conditions d'un procès équitable par l'Italie. De même, l'arrêt Siebenhaar contre Allemagne reconnaît à la direction d'un jardin d'enfants évangélique le droit de licencier la requérante qui avait caché sa militance au sein de l'Église universelle, une confession incompatible avec la religion évangélique, et s'était ainsi rendu coupable d'un manque de loyauté persistant. Et enfin, pour terminer, quelques aspects concernant les États, mais de manière très, très synthétique. On sait qu'aux États-Unis, il y a pas mal de pratiques pour les centres de soins, de institutional providers, de clauses de sauvegarde identitaire. Qu'en est-il dans l'Union européenne? Eh bien, les droits étatiques européens sont très diversifiés. Une infime minorité d'États refusent l'objection de conscience. La plupart reconnaissent certaines possibilités d'objection ou d'exemption, comme ça a été rappelé, soit au niveau constitutionnel, soit au niveau législatif. Certains admettent les clauses institutionnelles avec, le cas échéant, une référence à la distinction publique-privée. Ainsi, en France, il y a eu le Conseil constitutionnel en 2001 qui a reconnu l'objection de conscience au profit des seuls individus, mais cela n'empêche pas l'existence de clauses institutionnelles. Je vais donner l'exemple de la Constitution espagnole de 1978 qui garantit la liberté idéologique, religieuse et de culte des individus et des communautés, même si cette disposition constitutionnelle ne fait pas expressément mention de l'objection par un groupement. La protection institutionnelle, qui prend ainsi une forme de clause de sauvegarde d'identité, bénéficie, elle, d'une incontestable base constitutionnelle. Dans d'autres pays, comme en Italie, où il n'y a pas de fondement constitutionnel, certains publicistes sont d'avis qu'une intervention du législateur est nécessaire. Et d'autres rejettent cette position, rejettent l'exigence d'une interposition legislatoris qu'ils considèrent comme un inacceptable réflexe positiviste légaliste. On y constate une multiplication des objections secundum legem, objections de conscience, y compris dans les groupements. Bien, alors, pour ne pas être trop long, je saute ici une petite partie sur la distinction publique et privée, qu'il faut aussi tenir compte dans l'application dans chaque pays. Et je termine
par la formulation d'une espérance, que ces clauses de sauvegarde puissent permettre de protéger les valeurs soutenues par les groupements identitaires, en particulier pour sauver les vies humaines, en sachant que justement cette solution des clauses de sauvegarde permet aussi de tomber dans l'extrême de la désobéissance civile. On peut aussi évidemment arriver dans des questions aussi essentielles que cela, à une solution de désobéissance civile qui, elle, risque de déstabiliser l'état de droit et peut être dénaturée en se prêtant à la poursuite de fins qui ne sont plus avant tout éthiques mais politiques. Je vous remercie pour votre attention.